Tu nous fais honte à chaque fête, disait ma famille. Quand j'ai acheté la maison de mes rêves, j'ai organisé une grande fête sans eux, ils l'ont vu sur Facebook. Les commentaires étaient géniaux. Le dernier invité, il était parti à 22 heures. Je me tenais sur le porche de ma nouvelle maison, ma maison avec mon hypothèque et mon nom sur les papiers, et j'ai regardé Tanner me faire signe depuis la fenêtre de sa voiture avant de disparaître au détour d'un virage. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée chez mon voisin de gauche et les restes du barbecue dans mon jardin. J'ai bu une gorgée de bière dans ma bouteille à moitié vide et je me suis dit, ça a été une bonne journée, l'une des meilleures de ma vie. Mon téléphone a vibré dans ma poche, puis une deuxième fois, et encore une fois. Je l'ai sorti et j'ai vu une avalanche de notifications Facebook. Commentaires, réactions, mentions. Le premier appel a sonné 30 secondes plus tard, l'écran affichait «Maman». J'aurais pu ne pas répondre, j'aurais pu poser le téléphone sur la balustrade du porche et rentrer dans la maison, ouvrir une autre bière, allumer la télévision, mais je savais que cela ne ferait que retarder l'inévitable, j'ai appuyé sur le bouton vert. Intéressant, a-t-elle dit à la place d'un bonjour. Sa voix n'était ni larmoyante, ni hystérique, mais glaciale, une voix que je connaissais depuis mon enfance. Une voix qui signifiait que j'avais fait quelque chose de mal et que j'allais maintenant en apprendre tous les détails. J'ai appris que mon fils avait acheté une maison sur Internet. 30 heures d'accouchement, 29 ans de vie et tu n'as même pas appelé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Oliver? Je n'ai pas répondu, c'était inutile, je le savais par expérience. Quand Gloria Craven commençait, rien ne pouvait l'arrêter. Je t'ai tout donné, tout. J'ai payé tes clubs, tes manuels, chez ton université. J'ai supporté tes excentricités, ton addiction à l'ordinateur, tes amis bizarres. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Des photos sur Facebook. Mon fils organise une fête dans sa nouvelle maison et n'invite même pas sa propre mère. Que penses-tu que les gens vont dire? Que va penser tante Jenny? Les voisins? Ils me demandent déjà pourquoi nous n'étions pas là. Que dois-je leur répondre? Je regardais la rue sombre devant moi, deux lampadaires brillaient à intervalles réguliers, projetant des cercles jaunes sur l'asphalte. Dans la maison d'en face, quelqu'un avait allumé la télévision. Une lumière bleue clignotait derrière les rideaux. Tu as toujours été comme ça, a continué ma mère. Tu n'as toujours pensé qu'à toi, tu n'as jamais apprécié ce que les autres faisaient pour toi. Ta sœur, c'est autre chose. Chelsea sait toujours comment se comporter avec la famille, et toi? J'ai appuyé sur le bouton rouge et mis le téléphone dans ma poche. Il a immédiatement recommencé à vibrer, elle rappelait. Mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assis sur les marches du porche et j'ai pris une autre gorgée de bière. 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai entendu ces mots sous différentes formes. Tu nous fais honte. Pourquoi tu ne peux pas être normal? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je les entendais à chaque repas de famille, à chaque fête, à chaque réunion de parents, et à chaque fois, je regardais le sol, hochais la tête, disais oui, maman, et attendais que ça s'arrête. J'avais 9 ans quand j'ai réalisé pour la première fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. C'était le jour de Thanksgiving, chez ma tante Jenny. Tous les enfants jouaient au football dans le jardin, et moi, j'étais assis dans la cuisine en train de lire un livre que j'avais apporté. Ma mère est entrée, m'a vue, et son visage a pris une expression comme si elle avait vu quelque chose de répugnant. Qu'est-ce que tu fais assis là? Va jouer avec les autres, les gens vont penser que tu es bizarre. Je suis partie. Je partais toujours quand elle me le disait, mais le football ne m'intéressait pas et mes cousins l'ont vite remarqué. Ils ont arrêté de me passer le ballon, puis ils ont commencé à jouer comme si je n'étais pas là. Je suis restée sur le terrain pendant 40 minutes jusqu'à ce que les adultes appellent tout le monde pour le dessert. Le soir, dans la voiture, ma mère a dit à mon père: Tu as vu comment il restait planté là comme un mannequin? Il ne sait même pas jouer correctement. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mon père n'a pas répondu. Les comparaisons avec Chelsea avaient commencé plus tôt, mais je ne l'ai compris que plus tard. Chelsea sait déjà lire à 5 ans et toi, tu confonds encore les lettres. Chelsea a tellement d'amis et toi, tu es toujours seul. Chelsea sait parler aux gens et toi, tu marmonnes dans ta barbe. Chelsea avait 5 ans de plus que moi et quand j'ai eu 10 ans, elle était déjà l'idéal auquel je devais aspirer. Une excellente élève pom-pom girl avec plein d'amis et un petit ami footballeur. Et moi, non. J'aimais les ordinateurs, les livres et j'avais un seul ami, Tanner, que ma mère n'a pas aimé dès le début. Ce garçon a l'air bizarre, a-t-elle dit après la première visite de Tanner chez nous. Et il se comporte bizarrement. Pourquoi as-tu besoin d'amis comme ça? Tanner se comportait normalement, il était simplement franc et n'aimait pas les conversations mondaines. Mais pour ma mère, cela suffisait. Après cet incident, j'ai arrêté d'inviter des amis à la maison. J'avais 13 ans quand je l'ai entendu dire au téléphone à ma tante: Je ne sais pas quoi faire de lui, il n'est pas comme les autres enfants. Parfois, j'ai honte de lui. Honte, ce mot était resté gravé dans ma mémoire pour toujours. J'ai terminé l'école avec de bonnes notes, mais pas les meilleures. Je suis allée à l'université pour étudier l'informatique. Un vrai métier, comme disait ma mère, car on ne pouvait pas l'expliquer en 2 mots aux voisins. Un salaire stable, une assurance maladie, la possibilité de travailler à domicile. Mais pour ma mère, c'était rester assis devant un ordinateur et non un vrai travail. Noël a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous étions assis à table dans la maison familiale, ma mère, mon père, Chelsea et son mari Raylin, leurs 2 enfants, ma tante Jenny et quelques autres membres de la famille. Comme d'habitude, j'étais venue avec une bouteille de vin et des cadeaux pour tout le monde. Ma mère a pris le vin, a regardé l'étiquette et a dit: Oh, une promotion au supermarché. Il coûtait 25 $, mais cela n'avait pas d'importance. Nous avons mangé de la dinde, parlé du temps, des enfants de Chelsea, du fait que Raylin avait enfin obtenu une promotion. Puis tante Jenny m'a demandé: Et toi, Oliver, tu as une petite amie? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais ma mère m'a devancée.
Oliver va mourir seul parce qu'il ne sait pas se comporter normalement, a-t-elle dit, et elle a ri. Bientôt 30 ans et toujours pas de femme, pas d'enfant, pas de travail normal à présenter aux gens. Et tout le monde a ri. Tante Jenny a gloussé. Rayline a souri et a baissé les yeux. Mon père regardait son assiette. Et Chelsea a ri plus fort que tout le monde. Je suis resté assis là, une fourchette à la main, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas avec fracas, mais silencieusement, imperceptiblement. Comme un fil qui s'use au fil des ans jusqu'à finir par se rompre. Je suis resté assis là jusqu'à la fin du dîner, j'ai dit au revoir à tout le monde et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai pris deux décisions. La première, j'achèterai ma propre maison. La deuxième, je ne m'assiérai plus jamais à cette table. Pendant 3 ans, j'ai économisé chaque centime, je suis rarement allé au restaurant, je n'ai pas pris de vacances, j'ai renoncé à acheter une nouvelle voiture, même si la mienne tombait en ruine. Tanner disait que j'étais trop obsédée par ça, mais il ne comprenait pas. Cette maison n'était pas seulement un bien immobilier, elle était la preuve que je pouvais faire quelque chose par moi-même, sans l'aide de personne et sans que personne ne se demande si c'était normal. Et aujourd'hui, j'ai organisé une fête pour célébrer mon emménagement. J'ai invité Tanner et sa femme, quelques collègues de travail, ma voisine Margot, une quinzaine de personnes, un barbecue dans le jardin, de la bière dans le réfrigérateur. Rien d'extraordinaire, mais je n'avais pas besoin de plus. Margot est arrivée avec un pack de bière et m'a dit Félicitations, tu es désormais officiellement esclave de ton hypothèque, comme tout le monde. J'ai ri pour la première fois depuis longtemps. Les gens se promenaient dans ma maison, regardaient mes meubles, me demandaient où j'avais acheté mon canapé et si c'était difficile de remplir les papiers. Personne ne m'a dit que je les mettais mal à l'aise, personne ne m'a regardé comme si j'avais fait quelque chose de mal. Ils étaient simplement heureux pour moi, il s'avère que cela arrive. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma poche, je l'ai sorti, c'était un message de Chelsea. Maman pleure, appelle-la. Je n'ai pas répondu. Ci-dessous, les commentaires moi sous les photos de la fête. Ma mère a écrit C'est très intéressant d'apprendre la vie de son propre fils sur Internet. Ma tante Jenny, dommage que la famille n'ait pas pu partager cette joie. Chelsea a mis un smiley triste. J'ai désactivé les notifications et fini ma bière. Le téléphone a sonné à nouveau. J'étais sur le point de raccrocher, mais j'ai regardé l'écran. C'était un numéro inconnu. Ce n'était ni ma mère, ni Chelsea, ni tante Jenny. J'ai répondu. Oliver. Une voix féminine un peu rauque qui me semblait familière, mais je ne me souvenais pas d'où. Oui, c'est moi. C'est Graciana, la sœur de ta mère. Graciana était la sœur cadette de ma mère, la brebis galeuse de la famille, celle qu'on n'invitait pas aux fêtes et dont on ne parlait pas. Je l'avais vue pour la dernière fois quand j'avais 14 ans. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 15 ans, a-t-elle poursuivi, mais j'ai vu ton post sur Facebook, ta maison, et j'ai pensé qu'on devait parler. De quoi Pause, puis ça concerne ta grand-mère Maureen et les affaires qu'elle t'a laissées, et que ta mère t'a cachées. Nous avons rencontré Graciana le lendemain dans un café à mi-chemin entre ma nouvelle maison et son appartement. Elle avait choisi l'endroit, un petit café dans un centre commercial où personne de la famille en ne viendrait certainement. Je suis arrivée 15 minutes plus tôt, j'ai commandé un café et je me suis assis près de la fenêtre, regardant le parking et essayant de me souvenir de son apparence. Quand elle est entrée, je l'ai reconnue immédiatement, non pas parce que je me souvenais d'elle, mais parce qu'elle ressemblait à ma mère. Les mêmes traits, la même posture, mais quelque chose de différent dans les yeux, plus doux peut-être, ou simplement plus fatigué. Elle avait 63 ans, les cheveux gris, attachés en queue de cheval et portait un vieux sac en cuir sur l'épaule. Oliver, dit-elle en s'asseyant en face de moi, tu as grandi. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais 14 ans. C'était au funérailles de ton oncle Howard. Je m'en souviens. Elle commanda un thé et resta silencieuse pendant un moment, tenant sa tasse à deux mains, comme pour se réchauffer. Puis elle se mit à parler. Ta grand-mère Maureen est décédée il y a 7 ans. Tu le sais. Je le sais. Tu n'es pas venu à ses funérailles. Je serrais les mâchoires. Je ne pouvais pas. J'avais un projet au travail, une échéance. Je venais d'être embauchée. Je ne pouvais pas demander de congé. Je ne te blâme pas, l'interrompit-elle. Je constate simplement un fait. Tu n'es pas venu et ta mère en a profité. Je restai silencieux. Graciana a continué. Maureen a laissé un testament. La plupart des biens ont été répartis à parts égales entre ta mère et moi. La maison a été vendue, l'argent a été partagé, mais il y avait un point particulier. Elle voulait te léguer ses effets personnels. Des lettres, des photos, certains bijoux, pas à Chelsea ni à ta mère, à toi personnellement. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je n'étais pas au courant. Bien sûr que non, parce que ta mère a dit à tout le monde que tu avais refusé. Qu'après ne pas être venue aux funérailles, tu lui avais dit au téléphone que tu ne voulais rien de ta grand-mère, que tu t'en fichais. C'est faux. Je sais, maintenant je sais. Elle a ouvert son sac et en a sorti une feuille de papier, vieille, jaunie, pliée en deux. Je l'ai trouvée il y a 3 semaines, en rangeant les papiers après la mort de mon mari. C'est une lettre de Maureen, elle l'a écrite quelques mois avant sa mort mais ne l'a jamais envoyée. Peut-être voulait-elle la lui remettre en main propre. Elle me tendit la feuille, je la dépliai. L'écriture de ma grand-mère était fine, soignée, légèrement tremblante à la fin des lignes. Chère Graciana, lisais-je, je veux que tu connaisses mes souhaits concernant les objets que je laisse derrière moi. La boîte contenant les lettres et les photos doit aller à Oliver. Pas à Gloria, elle n'en comprendrait pas la signification. Elle me ressemble trop quand j'étais jeune et à l'époque j'étais stupide et cruelle. Oliver est différent, il comprendra. Si Gloria essaie de changer cela, ne la laisse pas faire.
Je ne savais pas pour cette lettre quand Maureen est décédée, dit Graciana, elle s'était perdue parmi les autres papiers. À l'époque, j'ai cru Gloria quand elle m'a dit que tu avais refusé. Tout le monde l'a cru, personne n'a vérifié. Et où sont ces affaires maintenant? Chez ta mère, dans une boîte au grenier. J'y étais il y a un mois, j'ai aidé Gloria à chercher de vieilles photos pour l'anniversaire de tante Jenny. J'ai vu cette boîte. Elle est toujours là. Trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Ma grand-mère voulait me laisser quelque chose de personnel, ma mère l'avait caché, elle avait menti à toute la famille. 7 ans. Pourquoi tu me racontes ça? Ai-je finalement demandé. Tu ne communiques pas avec notre famille. Graciana a souri, un sourire triste, sans joie. C'est justement pour ça, je sais comment est Gloria, j'ai grandi avec elle, et quand j'ai vu ton message sur la maison, sur la fête sans la famille, j'ai compris que tu avais enfin vu sa vraie nature. Elle a fini son thé et s'est levée. Fais ce que tu veux de cette information, mais si tu réclames ces objets, prépare-toi à la guerre. Gloria n'aime pas perdre. Elle est partie et je suis resté longtemps assis dans ce café à regarder la lettre de ma grand-mère. Je suis rentré chez moi dans le silence, sans radio, sans musique. Je pensais à la façon dont cela avait fonctionné toutes ces années. Ma mère me disait que je faisais honte à la famille et je la croyais. Elle disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi et je la croyais. Elle disait que ma grand-mère ne m'avait rien laissé et je ne posais même pas de questions. Je l'acceptais simplement comme un fait, mais ma grand-mère m'avait laissé quelque chose. Et ma mère l'avait caché. Je suis rentré chez moi, je me suis assis sur le canapé et j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a répondu après la troisième sonnerie. Oliver, tu as enfin décidé d'appeler, j'attendais des excuses, mais pourquoi ne m'as-tu pas donné les affaires de grand-mère? L'ai-je interrompu? Silence, long, pesant, puis quoi? Les affaires de grand-mère Maureen, elle me les a léguées dans son testament. Pourquoi ne me les as-tu pas données? Nouvelle pause, je pouvais presque l'entendre réfléchir, choisir sa stratégie. Qui t'a dit ça, Graciana, cette vieille? Peu importe qui me l'a dit. Ce qui importe, c'est pourquoi tu as menti. Tu as dit à tout le monde que j'avais refusé. Parce que tu ne le méritais pas. Sa voix était devenue dure, froide, une voix que je connaissais depuis toujours. Tu n'es pas venu aux funérailles de ta propre grand-mère. Tu nous as déshonorés devant toute la famille. Les gens demandaient où tu étais et je devais inventer des excuses. Et tu penses que tu mérites ces affaires après ça? Ce n'est pas à toi de décider ce que je mérite. Elle me les a laissées. Il n'y a rien de valeur là-dedans. De vieux papiers, des babioles. Pourquoi en as-tu besoin? S'il n'y a rien de valeur, pourquoi les as-tu cachés? Silence, j'avais touché un point sensible et elle le savait. Je veux ces affaires, ai-je dit, elles m'appartiennent de droit. Olive, si tu ne me les donnes pas de ton plein gré, je trouverai un autre moyen. Elle raccrocha. J'étais assis sur le canapé, le téléphone à la main, et je regardais le mur. Je venais de menacer ma propre mère. Une semaine auparavant, je n'aurais jamais cru capable d'une telle chose. Mais une semaine auparavant, je ne savais pas encore qu'elle m'avait menti pendant 7 ans au sujet de l'héritage de ma grand-mère. Les 3 jours suivants furent étrangement calmes. Ma mère n'a pas appelé, Chelsea n'a pas écrit. Même tante Jenny est restée silencieuse. Je suis allée au travail, je suis rentrée à la maison, j'ai regardé la télévision, j'ai attendu. Le quatrième jour, Tanner m'a appelé. Mec, a-t-il dit sans me saluer, qu'est-ce qui t'arrive? Dans quel sens? Je veux dire que ta mère a écrit à ma femme sur Facebook un long message disant que tu es instable, que tu as des problèmes psychologiques, que je dois être prudent et tenir Sally loin de toi. Je fermai les yeux. Quoi? Sally me l'a montré hier soir. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'aimerais bien le savoir moi-même. Tanner, ta mère a également écrit que tu n'étais pas venu aux funérailles de ta grand-mère parce que tu étais égoïste, que tu n'avais pas invité la famille à la pendaison de crémaillère parce que tu étais arrogant et que tu l'as harcelé de coups de fil menaçants. C'est vrai? C'est des conneries. Je lui ai tout raconté. La fête, l'appel de ma mère, Graciana, les affaires de ma grand-mère, le mensonge. Tanner m'écoutait en silence, gloussant parfois. Quand j'ai eu fini, il a dit: ta mère a toujours été particulière, mais là c'est autre chose. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je trouverai quelque chose. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Au fait, Sally ne l'a pas cru. Elle te connaît depuis 8 ans et ne t'a jamais vu perdre ton sang-froid. Merci. J'ai raccroché et j'ai compris que ce n'était que le début. Si ma mère écrit à la femme de mon meilleur ami, à qui d'autre écrit-elle? À mes collègues, à mes voisins, à des inconnus qu'elle trouve dans sa liste d'amis sur Facebook? Je la connaissais, elle en était capable. La réponse est arrivée le soir même. Marcus, un collègue de travail, m'a écrit dans le chat professionnel. Salut Oliver, une femme te demande sur LinkedIn, elle dit que ta mère voulait savoir si tu travailles vraiment chez nous et combien tu gagnes. Je ne lui ai rien dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai répondu à Marcus. Puis j'ai éteint mon ordinateur et je suis resté assis dans le noir, essayant de comprendre ce qui se passait. Ma mère avait appelé mon travail, elle avait écrit à mes amis, elle avait raconté à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que son fils était un égoïste ingrat, arrogant et instable. À 21 h, quelqu'un a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte et Chelsea se tenait sur le seuil. Je peux entrer? A-t-elle demandé. Je me suis écartée. Elle est entrée, a regardé le salon, a hoché la tête comme pour l'évaluer. Puis elle s'est tournée vers moi. Maman m'a demandé de te transmettre un message. Quoi? Si tu veux revenir dans la famille, tu dois t'excuser. Publiquement devant tout le monde lors du prochain dîner de famille, pour ne pas les avoir invités à la pendaison de crémaillère, pour l'avoir menacé au téléphone, pour avoir contacté Graciana dans son dos. J'ai ri brièvement sans joie. M'excuser, pourquoi? Pour avoir menti pendant 7 ans au sujet de l'héritage de ma grand-mère. Chelsea a haussé les épaules.
Elle dit que si tu ne t'excuses pas, elle ne te parlera plus jamais. Et elle m'interdira aussi de te parler. Et toi, qu'en penses-tu? Elle m'a regardée et je n'ai rien vu dans ses yeux, ni compassion, ni irritation, ni intérêt. Je pense que ce sont tes problèmes stupides, a-t-elle dit, et je n'en veux pas. Elle est partie sans dire au revoir. Je suis restée debout dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardée monter dans sa voiture, quitter mon allée et disparaître au détour d'un virage. Ma sœur, 34 ans et pas une seconde de soutien, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le canapé. Le téléphone était posé sur la table, sombre et silencieux. Je pensais aux affaires de ma grand-mère, aux lettres et aux photos dans la boîte au grenier de la maison familiale, à ce qu'il pouvait y avoir là-dedans que ma mère voulait désespérément cacher, et à la manière dont je les obtiendrais, avec ou sans son autorisation. Le téléphone a vibré. Message de Graciana. Gloria m'a appelé. Elle a crié pendant 20 minutes. Elle a dit que je trahissais la famille. Oliver, sois prudent. Je regardais l'écran et une pensée m'est venue à l'esprit qui m'a moi-même surpris. J'ai trouvé un avocat sur Internet, Harold Winters, dont le cabinet se trouve dans un centre d'affaires à 20 minutes de chez moi. Je l'ai appelé lundi matin et sa secrétaire m'a donné rendez-vous le jour même à 3 heures. J'ai eu de la chance. Le bureau était petit mais soigné. 2 pièces, une salle d'accueil avec un canapé en cuir et une machine à café, des diplômes et des certificats encadrés au mur. Winters était un homme d'environ 55 ans, avec une barbe grisonnante et les yeux fatigués d'un homme qui a vu trop de disputes au sujet de l'argent et des biens. Je lui ai tout raconté, le testament de ma grand-mère, les biens qui devaient me revenir, les mensonges de ma mère, les 7 années de silence. Il écoutait, prenait des notes, hochait parfois la tête. Quand j'eus terminé, il se cala dans son fauteuil et dit: La situation est assez claire. Votre mère était l'exécutrice testamentaire. Elle avait le devoir de vous remettre ses biens conformément à la volonté de la défunte. Elle ne l'a pas fait et a menti sur les raisons. Il s'agit d'un manquement à ses obligations fiduciaires. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez porter plainte devant le tribunal. Le tribunal l'obligera à exécuter le testament et à vous remettre les biens. Dans les cas graves, l'exécutrice testamentaire peut être tenue responsable de manquement à ses obligations, amende, indemnisation des dommages-intérêts. Si l'intention est prouvée, cela peut être qualifié de fraude successorale. Fraude, répétai-je. Oui, votre mère vous a délibérément caché des biens qui vous appartenaient et a menti à vos proches au sujet de votre refus. C'est une accusation grave. Je suis resté assis dans ce fauteuil et j'ai réfléchi. Fraude, tribunal, amende, scandale public. Ma mère, une femme qui s'est souciée toute sa vie de ce que diraient les voisins devant le tribunal pour une affaire d'héritage. Son pire cauchemar. Quelle est la probabilité que l'affaire soit portée devant les tribunaux demandai-je. Inter a souri, un sourire professionnel et neutre. D'après mon expérience, la plupart de ces affaires se règlent à l'amiable. Quand les gens comprennent que vous êtes sérieux et que vous avez des arguments juridiques solides, ils cèdent généralement, surtout s'ils ont quelque chose à perdre. Elle a quelque chose à perdre, ai-je répondu, sa réputation. Dans ce cas, je vous recommanderais de commencer par une lettre officielle en mon nom. Cela suffit souvent. J'y ai réfléchi, une lettre d'un avocat, officielle, avec un cachet et une signature, avec des références à des lois et à des articles. Ma mère la recevra par la poste, l'ouvrira, la lira, et puis quoi? Elle fondra en larmes? Non, pas elle. Elle se mettra en colère? Oui, mais que fera-t-elle ensuite? Non, dis-je, je vais le faire moi-même, en personne. Winters haussa les sourcils. Vous êtes sûr, les confrontations personnelles dans ce genre d'affaires compliquent souvent la situation. Je connais ma mère. Si elle reçoit une lettre d'un avocat, elle trouvera un moyen de s'en sortir. Elle dira qu'elle ne l'a pas reçue. Elle dira que c'est un faux. Elle dira que j'ai engagé des escrocs. Mais si je me présente devant elle et que je lui dis tout en face, elle ne pourra pas s'échapper. Il haussa les épaules. Comme vous voulez. Mais si vous avez besoin d'une aide officielle, je suis là. Je payai la consultation et quittai le bureau avec des documents à la main. Des copies de lois, d'articles, de précédents. Une arme que je n'avais jamais eue auparavant contre ma propre mère. Je me suis rendue chez mes parents mercredi à 7 heures du soir. Je savais que ma mère serait à la maison, son cours de yoga se terminait à 6 heures et le mercredi était une soirée en famille où elle et mon père dînaient ensemble et regardaient une émission à la télévision. Je me suis garée devant la maison, celle où j'avais grandi, où on me comparait à Chelsea, où on me disait que je faisais honte à la famille. Une maison blanche à 2 étages, avec une pelouse bien entretenue et des rosiers sous les fenêtres. La voiture de mon père était garée dans l'allée et la lumière était allumée dans le salon. Je me suis approchée de la porte et j'ai sonné. Mon père a ouvert. Il m'a vu et quelque chose a traversé son visage. Pas de la surprise, pas de l'irritation, plutôt quelque chose qui ressemblait à de la fatigue, comme s'il savait que ce moment allait arriver. Oliver, a-t-il dit, papa, je dois vous parler à tous les deux. Il s'est écarté pour me laisser passer. Je suis entrée dans le hall d'entrée. L'odeur familière, le papier peint familier, le porte-manteau familier sur lequel était accrochée la veste de ma mère. Une voix a retenti depuis le salon. Danny, qui est là? Mon père n'a pas répondu, il se contenta de se retourner et d'entrer dans le salon et je le suivis. Ma mère était assise sur le canapé, une tasse de thé à la main. Quand elle me vit, son visage se figea. Ce n'était pas une surprise, elle savait que je viendrais.
Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas comme ça, mais elle savait. Oliver, dit-elle froidement, je ne me souviens pas que tu aies été invité. Je ne suis pas venue sur invitation, je suis venue chercher ce qui m'appartient. Elle posa sa tasse sur la table, lentement, ostensiblement. Si tu parles de ces objets, je t'ai déjà dit au téléphone qu'il n'y avait rien de valeur là-dedans. Il n'y a rien de valeur là-dedans. Ce ne sont que de vieux bric-à-brac. Alors pourquoi les as-tu cachés? Je ne les ai pas cachés. Je ne voyais simplement pas l'intérêt de m'en occuper pour quelqu'un qui n'est pas venu aux funérailles de sa propre grand-mère. Je fis un pas en avant. Mon père se tenait près de la porte du salon, nous regardant en silence. Ma mère était assise sur le canapé, droite, tendue, avec cette expression que je connaissais depuis toujours, celle d'une personne convaincue d'avoir raison. J'ai parlé à un avocat, ai-je dit, un spécialiste des successions. Il m'a expliqué que ce que tu as fait s'appelle un manquement aux obligations fiduciaires de l'exécuteur testamentaire. Tu devais me remettre ces objets conformément aux dernières volontés de grand-mère. Tu ne l'as pas fait, tu m'as menti ainsi qu'à toute la famille au sujet de mon refus. Selon la loi, cela peut être qualifié de fraude successorale. Son visage s'est resté impassible, mais j'ai vu ses épaules se crisper. Elle a entendu le mot fraude, elle a entendu le mot avocat. Tu me menaces, ta propre mère? Je t'informe des conséquences. Si tu ne me rends pas ces objets de ton plein gré, je porterai plainte auprès du tribunal. Le tribunal t'obligera à respecter le testament. L'affaire sera rendue publique. Tes voisins le sauront. Tante Jenny le saura. Tous ceux dont tu apprécies tant l'opinion sauront que Gloria Craven a été traduite en justice pour avoir tenté de dissimuler un héritage à son propre fils. Silence, long, pesant. Je voyais qu'elle réfléchissait, qu'elle pesait le pour et le contre. D'un côté, il y avait sa fierté, sa conviction qu'elle agissait correctement. De l'autre, sa plus grande crainte, ce que les gens diraient. Tu n'oseras pas, dit-elle enfin, mais sa voix manquait d'assurance. J'ai déjà pris rendez-vous pour une nouvelle consultation vendredi. Si je n'ai pas la boîte d'ici là, l'avocat t'enverra une lettre officielle. Après cela, il sera impossible d'arrêter la procédure. Elle s'est levée, elle s'est approchée de moi, me regardant droit dans les yeux, je ne reculai pas. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, siffla-t-elle. Tu détruis cette famille pour une boîte remplie de vieux papiers, pour tes propres blessures, pour ton ego. Non, je reprends simplement ce qui m'appartient, ce que ma grand-mère voulait me léguer, ce que tu m'as caché. Elle s'est détournée, elle s'est dirigée vers la fenêtre, me tournant le dos. Ses épaules tremblaient, de rage, pas de pleurs. Prends-le, a-t-elle dit sans se retourner. La boîte est dans le grenier, derrière les vieilles valises. Prends-les et pars, et ne reviens plus jamais dans cette maison. Je n'ai pas répondu, je me suis simplement dirigée vers l'escalier. Lorsque je suis passée devant mon père, il a posé sa main sur mon épaule, je me suis arrêtée. Il y a là des choses qui t'expliqueront beaucoup de choses, m'a-t-il dit doucement. Lis tout attentivement. J'ai hoché la tête et je suis montée. Le grenier était tel que je m'en souvenais depuis mon enfance. Plafond bas, odeur de poussière et de vieux bois, cartons et valises empilés le long des murs. J'ai trouvé ce que je cherchais en 5 minutes. Un vieux carton sur lequel était écrit Maureen au marqueur noir. Elle était légère, ne pesait pas plus de quelques kilos. Je la pris et descendis. Ma mère était toujours debout près de la fenêtre, dos à moi. Mon père se tenait dans le couloir, la porte d'entrée ouverte. Merci, lui dis-je. Il acquiesça et je suis partie. Je suis arrivée chez moi à 8 heures. J'ai posé la boîte sur la table de la cuisine, je me suis fait un café, je me suis assis et je l'ai ouverte. Il y avait des photos sur le dessus, des photos anciennes, en noir et blanc, puis des photos en couleur, décolorées. Ma grand-mère dans sa jeunesse, ma grand-mère avec mon grand-père, dont je me souvenais à peine, ma grand-mère avec deux petites filles, ma mère et Graciana, ma grand-mère avec moi dans ses bras, j'avais peut-être un an. Sous les photos, il y avait des bijoux, peu coûteux, sentimentaux, une broche en forme de papillon, des boucles d'oreilles en perles, une fine chaîne en or, et sous les bijoux des lettres, une liasse de lettres attachée par un ruban rouge défraîchi. Des feuilles de différentes tailles, de différents âges, certaines jaunies, d'autres encore blanches. J'ai défait le ruban et j'ai commencé à lire. La plupart des lettres étaient ordinaires. Des réflexions sur le temps, les voisins, la croissance des fleurs dans le jardin. Ma grand-mère les écrivait probablement comme un journal intime, pour elle-même, sans intention de les montrer à qui que ce soit. Mais une lettre était différente. Elle était écrite sur 3 feuilles, d'une écriture fine et soignée, et m'était adressée. Cher Oliver, commençait-elle, j'écris cette lettre en sachant que je ne l'enverrai peut-être jamais, mais je veux que tu connaisses la vérité si jamais ces objets te parviennent. Ta mère porte un fardeau que je lui ai imposé. À l'âge de 18 ans, elle est tombée enceinte. Le garçon venait d'une autre ville, personne ne se souciait de son opinion. J'ai dit à Gloria qu'elle allait déshonorer la famille, que personne ne voudrait l'épouser avec un enfant, que toute sa vie serait ruinée. Je l'ai forcée à donner son enfant à l'adoption, une petite fille. Gloria ne l'a même pas prise dans ses bras, je ne l'ai pas laissée faire. J'ai dit que ce serait plus facile ainsi. Je pensais faire ce qu'il fallait, que je la protégeais, mais j'avais tort. Gloria ne s'en est jamais remise. Elle porte cette honte en elle depuis 40 ans et elle ne peut en parler à personne car je l'ai convaincue que c'était une honte. Et maintenant, je vois qu'elle te fait porter cette honte. Elle te regarde et voit une erreur qu'elle n'a pas commise. Elle te dit que tu l'as fait honte parce qu'elle a honte d'elle-même. C'est injuste, c'est cruel et c'est ma faute. J'aimerais lui dire tout ça, mais je n'en ai pas le courage. Je suis une vieille lâche. Alors je t'écris et j'espère qu'un jour tu liras cette lettre et que tu comprendras. Ce n'est pas toi, ça n'a jamais été toi. Ta grand-mère, Maureen. Je me suis assis à table tenant cette lettre dans mes mains et j'ai regardé les mots. Il y a 40 ans, ma mère a donné naissance à un enfant et l'a abandonné, sous la pression de sa mère. Et elle a porté cette honte toute sa vie et elle l'a déversée sur moi.
J'ai une demi-sœur, quelque part dans le monde vit une femme de 40 ans, née de ma mère et donnée en adoption le premier jour de sa vie, qui ne sait peut-être pas qui est sa famille biologique, qui ne le saura peut-être jamais. J'ai posé la lettre sur la table, pris le téléphone et composé le numéro de mon père. Il a répondu après la deuxième sonnerie. Oliver, tu savais. Pause. À propos de quoi exactement? À propos de l'enfant, à propos de la petite fille que maman a mise au monde à l'âge de 18 ans. Long silence, puis oui, je le savais. Elle me l'a dit avant le mariage, elle m'a dit que je devais connaître la vérité avant de l'épouser. Et tu as gardé le silence pendant 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai essayé de la convaincre de te parler normalement, de te dire pourquoi elle est comme ça, ou au moins d'arrêter de passer ses démons sur toi. Mais elle n'écoute personne d'autre qu'elle-même. Elle n'a jamais écouté personne. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que ce n'est pas mon secret, Oliver, c'est sa douleur. Je pensais qu'elle te le dirait un jour, je pensais qu'avec le temps, ça lui ferait du bien. Je me suis trompée. Je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce que je dois faire? Ai-je demandé. Je ne sais pas, c'est à toi de décider. Mais au moins maintenant, tu connais la vérité. J'ai raccroché. Assis dans la maison vide, je regardais la boîte contenant les affaires de ma grand-mère et réfléchissais à tout ce que j'avais appris au cours des dernières heures. À 9 heures, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Margot sur le porche avec une bouteille de vin. Je t'ai vu arriver, m'a-t-elle dit. On aurait dit que quelqu'un était mort. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de compagnie. Ou du vin, ou les deux. Je me suis écartée pour la laisser passer. Nous nous sommes assis dans la cuisine, avons bu du vin et je lui ai raconté une partie de l'histoire. Pas tout, mais suffisamment pour qu'elle comprenne. Je lui ai parlé de ma mère, du contrôle, du fait que j'avais trouvé les affaires de ma grand-mère. Je ne lui ai pas parlé du secret, c'était trop récent, trop personnel. Margot écoutait, hochait parfois la tête, ne m'interrompait pas. Quand j'eus terminé, elle dit: Tu sais ce qui est le plus difficile dans ce genre de situation? Ce n'est pas que les gens te font du mal, mais qu'ils sont convaincus d'agir correctement. Ta mère croit sans doute sincèrement qu'elle t'a élevé comme il fallait, que tout cela était pour ton bien, probablement. Cela ne signifie pas qu'il faille lui pardonner, cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle s'excuse, parce qu'elle ne voit pas pourquoi elle devrait le faire. Elle est partie à 10 heures. Sur le pas de la porte, elle a dit: Si tu as besoin de parler, je suis de l'autre côté de la rue. J'ai fermé la porte et j'étais sur le point d'aller me coucher quand Raylene m'a appelé, le mari de Chelsea. Il ne m'avait jamais appelé. Oliver, dit-il. Sa voix était tendue, calme, j'ai besoin de ton aide. Que s'est-il passé? C'est Chelsea, elle boit depuis 3 jours, elle ne mange presque pas, ne me parle pas. Elle a trouvé quelque chose dans le téléphone de ta mère quand elle était chez eux, des messages. Elle ne me dit pas ce qu'il y avait, mais il s'interrompit, elle n'est pas elle-même, je ne sais pas quoi faire. Je suis arrivée chez Chelsea en 40 minutes. Elle vivait avec Raylin dans la banlieue sud de la ville, un quartier calme avec des maisons identiques à 2 étages, des pelouses bien entretenues et des aires de jeu à chaque coin de rue. L'endroit idéal pour une jeune famille avec 2 enfants, une image parfaite. Raylin a ouvert la porte avant même que j'aie eu le temps de sonner. Il attendait probablement près de la fenêtre. Merci d'être venu, dit-il doucement. Il avait mauvaise mine, des cernes sous les yeux, une barbe de plusieurs jours, un t-shirt froissé. Raylin avait toujours été soignée et posée. À présent, il avait l'air d'une personne qui n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Où est-elle? Dans le salon. Les enfants sont chez mes parents. Je les y ai emmenés hier. Je ne voulais pas qu'ils voient ça. Je suis entrée dans la maison. Dans le couloir, il y avait une odeur aigre, peut-être du vin non fini, peut-être autre chose. Des vestes d'enfants étaient suspendues à un porte-manteau, de petites chaussures étaient posées contre le mur. Une famille normale, une vie normale. Chelsea était assise sur le canapé du salon, enveloppée dans un plaid, bien qu'il fasse chaud dans la maison. Devant elle, sur la table basse, se trouvait une bouteille de vin blanc à moitié vide et un verre. Quand elle leva la tête et me regarda, je la reconnus à peine. Son visage était bouffi, ses yeux rouges, ses cheveux sales et emmêlés. Ma sœur, qui avait toujours été impeccable, qui avait toujours su faire bonne impression. Oliver, dit-elle, sa voix était rauque, brisée. Raylene t'a appelé, je lui avais dit de ne pas appeler. Il a bien fait, je m'assis dans le fauteuil en face d'elle. Raylene resta debout près de la porte, adossée au cadre, comme un garde du corps ou comme un témoin. Il a dit que tu avais trouvé quelque chose dans le téléphone de ta mère, dis-je. Qu'y avait-il? Chelsea rit, brièvement, sans joie, puis elle prit son téléphone sur la table et me le lança. Regarde toi-même. Les captures d'écran sont dans la galerie. J'ai ouvert la galerie, les dernières photos étaient armées des captures d'écran de correspondance, des dizaines, voire des centaines de messages. J'ai commencé à lire. Il s'agissait d'une correspondance entre ma mère et une certaine Barbara, une de ses amies. Si je me souviens bien, elles faisaient du yoga ensemble. La correspondance durait depuis des années. Les messages les plus anciens dataient de 5 ans, les plus récents de la semaine dernière. Et elles discutaient de tout, des voisins, des parents, du temps et de nous, de leurs enfants. À mon sujet, il y avait ce à quoi je m'attendais. Oliver est encore venu pour Noël et est resté assis comme une chouette toute la soirée. Je ne comprends pas de qui il tient ça. Oliver n'est toujours pas marié, j'ai honte de le dire aux gens. Oliver se croit plus intelligent que tout le monde, mais il est incapable de parler normalement aux gens. Mais à propos de Chelsea, Chelsea est au moins obéissante. Elle n'est pas intelligente, mais c'est plus facile avec elle. Elle fait ce qu'on lui dit et ne pose pas de questions inutiles. Chelsea pense qu'elle a choisi Raylene. Elle ne se doute même pas du nombre de garçons que j'ai repoussés pour lui. Cette artiste voulait même l'épouser, imagine. Je lui ai dit que Chelsea n'était pas intéressée et de ne plus l'appeler. Elle a pleuré pendant 2 mois pensant qu'il l'avait quittée.
Raylene n'est pas parfait, mais au moins il vient d'une famille normale et a un travail normal. Au début, je voulais aussi le rejeter, mais ensuite je me suis dit, qui trouvera-t-elle alors? Elle avait déjà 28 ans, le temps pressait. Je lisais et lisais, et à chaque message, le tableau devenait plus clair. Ma mère ne se contentait pas de nous contrôler, elle dirigeait notre vie. Elle décidait avec qui nous allions sortir, qui nous allions aimer, comment nous allions vivre, et nous n'en savions même pas rien. Il y en a encore, a dit Chelsea, continue à faire défiler. J'ai fait défiler. La série de captures d'écran suivante était différente. Ce n'étaient pas des messages, mais des photos de lettres papier, vieux, jaunis, écrits à la main, l'écriture de ma grand-mère. Après que tu aies parlé de ta boîte, je me suis dit que j'avais peut-être aussi quelque chose, a déclaré Chelsea. Je suis allée chez ma mère pendant qu'elle était à son cours de yoga et j'ai trouvé une autre boîte dans le grenier avec des lettres pour moi. J'ai lu les lettres de ma grand-mère à Chelsea, elles étaient différentes des miennes, plus chaleureuses, peut-être plus personnelles. Mais dans l'une d'elles, ma grand-mère écrivait: Cher Chelsea, je vois comment ta mère te contrôle et cela me fait mal. Elle pense qu'elle agit pour ton bien, mais elle fait de toi une marionnette. Tu es plus intelligente et plus forte qu'elle ne te laisse l'être. Ne la laisse pas choisir à ta place. Ne la laisse pas décider qui tu dois aimer et comment tu dois vivre. Tu mérites de vivre ta propre vie. Chelsea me regardait, ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas. Peut-être avait-elle déjà tout pleuré pendant ces 3 jours. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais sa préférée, dit-elle doucement, que j'étais spéciale, que ma maman m'aimait et pas toi parce que tu es difficile et que tu n'obéis pas. Mais en fait, elle m'utilisait simplement parce que je suis obéissante, parce qu'on peut me modeler à sa guise, ou parce que je ne suis pas intelligente mais plus facile à vivre. Chelsea, tu sais ce qui est le pire? M'interrompit-elle. Ce n'est pas qu'elle ait fait ça, c'est que je l'ai aidée. Je riais quand elle t'humiliait. Je te disais tes problèmes stupides. J'étais son allié contre toi. Et pendant tout ce temps, je pensais que j'étais bonne et toi non, que j'avais de l'importance. Rayline s'approcha du canapé et s'assit à côté de sa femme. Elle ne s'est pas éloignée, mais elle ne s'est pas non plus blottie contre lui. Elle est simplement restée assise à regarder ses mains. Pendant des années, je lui ai dit que ta mère se comportait de manière anormale, m'a dit Rayline, que la façon dont elle te parlait, dont elle t'humiliait, n'était pas normale. Mais Chelsea ne voulait pas m'écouter, elle disait que je ne comprenais pas leur famille, que c'était comme ça chez eux. Parce que j'avais peur, a dit Chelsea. J'avais peur que si je prenais ton parti, je deviendrais la prochaine cible, que maman commencerait à me faire ce qu'elle t'avait fait, et j'ai choisi de me taire. J'ai choisi d'être obéissante, j'ai choisi d'être commode. Nous étions assis tous les trois dans ce salon et je pensais à quel point tout avait tourné bizarrement. Il y a une semaine, Chelsea est venue me voir avec un ultimatum de sa mère. Elle m'a dit tes stupides problèmes. Et maintenant, elle est assise devant moi, brisée, et dit des choses que je n'aurais jamais pensé l'entendre dire. Qu'est-ce que tu vas faire lui ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas la regarder dans les yeux, peut-être plus tard. Je ne sais pas. Et toi? Je vais aller la voir, je vais lui parler, une dernière fois. Pourquoi? J'ai réfléchi, en effet, pourquoi? Elle ne s'excusera pas, elle ne reconnaîtra pas qu'elle a eu tort, elle ne changera pas. J'en étais aussi sûre que du lever du soleil le lendemain. Pour tourner la page, ai-je répondu, pour lui dire ce que j'ai à lui dire et partir. Rayline acquiesça. Si tu veux, je peux t'accompagner. Non, je dois le faire moi-même. Je leur ai dit au revoir et je suis sortie. Je suis restée assis dans la voiture pendant quelques minutes, les mains sur le volant, à regarder la maison de Chelsea. Une maison normale dans un quartier normal. Et à l'intérieur, 2 personnes dont la vie avait basculé du jour au lendemain, parce que ma mère avait décidé qu'elle avait le droit de contrôler leur vie. Je suis arrivée chez mes parents à 8 heures du soir, le soleil se couchait déjà, le ciel à l'ouest était orange et rose, c'était magnifique. Je me suis garée dans la rue, pas dans l'allée, car je ne voulais pas rester coincée ici trop longtemps. C'est ma mère qui m'a ouvert la porte. Elle m'a vue et n'a pas été surprise, elle m'attendait sans doute. Elle portait ses vêtements d'intérieur, soignés, décents, même à la maison, elle avait l'air d'attendre des invités, son visage était calme, froid, aucune émotion. Oliver, dit-elle, je pensais que tu avais déjà dit tout ce que tu avais à dire. Non, pas tout. Elle s'écarta pour me laisser passer. Je suis entrée. Mon père n'était pas là. Peut-être était-il sorti, peut-être se cachait-il dans son bureau. Ou peut-être que ma mère l'avait envoyé quelque part pour pouvoir me parler en tête-à-tête. Nous sommes allés dans le salon. Elle s'est assise sur le canapé, je suis restée debout. Je ne voulais pas m'asseoir, je ne voulais pas créer l'illusion d'une conversation agréable. Je suis allée chez Chelsea, ai-je dit, j'ai vu vos messages, ceux que vous avez échangés avec Barbara. Quelque chose a traversé son visage, l'espace d'un instant, pas plus. Peut-être la surprise que Chelsea ait trouvée, peut-être l'irritation de ne pas avoir eu le temps de supprimer, mais elle s'est rapidement reprise. Et alors, j'échange des messages avec une amie, je discute de ma vie, qu'y a-t-il de mal à cela? Tu as écrit que Chelsea n'était pas intelligente mais obéissante, que Manco c'était plus facile avec elle, que tu repoussais ses petits amis jusqu'à ce qu'elle quitte Rayleigh, que tu contrôlais sa vie sans qu'elle s'en rende compte. Je la protégeais, elle choisissait toujours les mauvaises personnes. Cet artiste, c'était un moins que rien. Sans argent, sans avenir, je lui ai rendu service. Tu lui as brisé le cœur sans lui dire pourquoi. Je lui ai donné la possibilité de trouver quelqu'un de mieux, et elle l'a trouvé. Je regardais ma mère, cette femme qui croyait sincèrement que tout ce qu'elle faisait était juste, que la manipulation était une forme d'attention, que le mensonge était une forme de protection, que le contrôle était une forme d'amour.
Et moi? Ai-je demandé. Tu me protégeais aussi, quand tu disais que je te faisais honte, quand tu m'humiliais devant tes proches, quand tu m'as caché l'héritage de ma grand-mère. J'essayais de faire de toi une personne normale. Tu as toujours été différent, bizarre, pas comme les autres enfants. Je voulais que tu t'intègres, que tu sois accepté, que tu ne sois pas un paria. Je n'étais pas un paria, j'étais simplement différent de ce que tu voulais que je sois. Tu ne comprends pas ce que j'ai vécu. Sa voix se fit plus dure. Tu as lu les lettres de ma mère, tu sais ce qu'elle m'a fait. J'étais une enfant, Oliver, 18 ans, et elle m'a forcé à abandonner mon propre enfant parce qu'elle avait honte devant les voisins. J'ai porté ce fardeau toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'était pour que mes enfants soient heureux, pour qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu. Tu ne nous as pas rendus heureux, tu nous as rendus tels que tu voulais nous voir, tels que tu n'aurais pas à avoir honte de nous. Tu ne voulais pas notre bonheur, tu voulais nous contrôler. Ses yeux se sont plissés. Comment oses-tu me parler de contrôle? Toi qui n'es pas venu aux funérailles de grand-mère, qui n'a pas invité la famille à la pendaison de crémaillère, qui m'a menacé de poursuites judiciaires pour une boîte de vieux papiers. Je ne suis pas venu aux funérailles parce que je ne pouvais pas. Je ne vous ai pas invité à la pendaison de crémaillère parce que je voulais faire quelque chose pour moi pour la première fois. Et ces vieux papiers, ce sont les lettres de ma grand-mère qui voulait que je connaisse la vérité. La vérité que tu m'as cachée. Je te protégeais de cette vérité. Tu te protégeais toi-même. Silence, long, pesant, nous nous tenions face à face et je sentais les années de ressentiment et de douleur s'écouler de moi comme de l'eau. J'avais dit ce que j'avais à dire, enfin. Je ne te juge pas pour avoir abandonné ton enfant, ai-je dit plus calmement. Tu avais 18 ans, on t'y a forcé, tu n'avais pas le choix. Mais je te condamne pour ce que tu nous as fait subir, pour 20 ans d'humiliation, pour les mensonges au sujet de l'héritage, pour avoir manipulé Chelsea, pour ne t'être jamais, pas une seule fois dans ta vie, excusé et avoir reconnu que tu avais tort. Elle s'est levée du canapé, elle s'est approchée de moi, me regardant de bas en haut. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement de la froideur. Je ne m'excuserai pas d'avoir essayé de t'élever comme une personne normale, dit-elle. Si tu ne comprends pas cela, c'est ton problème, pas le mien. J'ai hoché la tête. D'accord, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Je me suis retournée et je me suis dirigée vers la porte. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle n'a pas dit attends ou parlons-en. Elle est simplement restée là à me regarder partir. Je me suis arrêtée sur le porche. Mon père se tenait près de sa voiture dans l'allée, il venait sans doute d'arriver. Il m'a regardée et j'ai vu dans son regard une sorte de compréhension. Il a tendu la main et l'a posée sur mon épaule. Bref, maladroitement, il n'a jamais été très tactile, mais c'était plus que ce qu'il m'avait donné pendant des années. Prends soin de toi, mon fils. Je suis montée dans la voiture et je suis partie. Dans le rétroviseur, j'ai vu mon père entrer dans la maison, chez elle, chez la femme avec laquelle il a vécu 30 ans et qui ne changera jamais. Je pensais à ce qui allait se passer ensuite à Chelsea, qui voyait désormais la vérité, à mon père qui avait enfin parlé, à ma mère qui restera telle qu'elle a toujours été. Et à moi-même pour avoir enfin dit ce que je gardais en moi depuis 20 ans. Mon téléphone a vibré, message de Chelsea. Maman vient d'appeler, elle dit que tu as dit des choses horribles. Elle veut que je prenne son parti, j'ai raccroché. Je fixais l'écran, pour la première fois, ma sœur n'avait pas obéi. Peut-être que quelque chose avait changé. 6 mois, 182 jours, 26 semaines. Assez pour s'habituer à un nouveau boulot, apprendre une langue, écrire un livre, ou apprendre à vivre sans ta famille. J'étais assis sur le perron avec un café, regardant le soleil se coucher derrière les toits. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, éparpillés comme un tapis jaune-brun. Mon téléphone a encore vibré, message de mon père. Les Eagles jouant contre les Cowboys aujourd'hui. Tu regardes? Oui, et toi? Je l'ai allumé. Ta mère est chez une amie, je vais pouvoir regarder tranquillement. C'était aussi nouveau ces messages de mon père, une fois toutes les 2 semaines, parfois plus souvent. À propos du football, de la météo, de ce qu'il avait vu d'intéressant à la télévision, jamais à propos de maman, jamais à propos de ce qui s'était passé, juste des conversations ordinaires, normales. La première fois qu'il m'a appelé, c'était un mois après la soirée où j'étais chez eux pour la dernière fois. J'ai vu son nom s'afficher sur l'écran et je ne savais pas si je devais répondre. Mais j'ai répondu. Oliver, a-t-il dit. Je regarde le match ici et je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être aussi. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Du football, du jeu du quarterback, des pronostics pour la saison, pas un mot sur ma mère taillé sur les lettres, sur tout ce qui s'était passé, juste un père et un fils qui regardent le match comme des gens normaux. Puis il a rappelé, et encore, et c'est devenu une sorte de tradition. Une fois, au bout de 3 mois environ, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Nous étions sur le point de terminer notre conversation et il s'est soudainement tu pendant quelques secondes. Puis, Oliver, je veux que tu saches, pendant 30 ans, j'ai pensé que je maintenais cette famille unie grâce à mon silence, que si je ne m'immisçais pas, si je ne discutais pas, tout s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. En fait, je l'ai simplement laissé se désagréger. Je ne savais pas quoi répondre, ce n'était pas une excuse, il n'a pas dit pardon de ne pas t'avoir défendu. Ce n'était pas une justification, il n'a pas dit je ne pouvais rien faire. C'était simplement un aveu. La reconnaissance qu'il avait vu ce qui se passait et qu'il n'avait rien fait pour l'arrêter, qu'il avait choisi la tranquillité plutôt que la justice. Je sais, ai-je fini par dire, je ne m'attends pas à ce que tu me comprennes, ni à ce que tu me pardonnes, je voulais juste que tu le saches.
Et c'est tout, nous sommes revenus au football et n'en avons plus jamais reparlé, mais quelque chose a changé après cette conversation. Une sorte de mur entre nous s'est aminci, il n'a pas disparu, il s'est simplement aminci. Je n'ai pas parlé à ma mère une seule fois au cours de ces 6 mois, elle n'a pas appelé, je n'ai pas appelé, pas de message, pas de lettre, pas de rencontre fortuite. Parfois, je pensais à elle quand je voyais une femme du même âge dans un magasin ou quand je voyais une publicité pour des implants dentaires à la télévision et que je me souvenais qu'elle travaillait dans le domaine de la dentisterie. Mais ce n'était que des pensées, sans douleur, sans colère, juste un constat, j'ai une mère et nous ne communiquons pas. Parfois, je me demandais est-ce que je la regrette et la réponse honnête était non, pas elle, peut-être l'idée d'une mère, la femme qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas été celle qu'elle était. Mais pas Gloria Craven qui me disait que je lui faisais honte. Je ne regrettais pas cette personne. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Chelsea. Salut, dit-elle. Sa voix semblait meilleure qu'il y a 6 mois, plus calme, plus stable. Salut, comment vas-tu? Ça va, j'étais en thérapie aujourd'hui, on a parlé de mon enfance, du fait que j'ai toujours essayé d'être parfaite. Il s'avère que cela s'appelle le syndrome de l'enfant modèle. Il existe toute une théorie à ce sujet. Et comment ça fait d'avoir un diagnostic? Elle a ri, doucement mais joyeusement. C'est étrange, mais ça soulage. Quand quelque chose a un nom, ça devient moins effrayant, plus compréhensible. Chelsea suivait une thérapie depuis 5 mois, 2 fois par semaine au début, maintenant une fois par semaine. Elle n'avait pas rompu avec Raylin, ils avaient décidé d'essayer de s'entendre. Il n'est pas parfait, m'a-t-elle dit un jour, mais il était honnête. Et il a toujours vu la vérité, c'est juste que je ne voulais pas l'entendre. Nous parlions aussi une fois toutes les 2 semaines, avec prudence, sans reproduire les schémas du passé. Elle ne me critiquait pas, ne me transmettait pas les messages de ma mère, ne disait pas tes problèmes stupides. Elle me parlait simplement de sa vie, de ses enfants, de son travail, de sa thérapie, et elle m'écoutait parler de la mienne. Oliver, m'a-t-elle dit cette fois-ci après une pause. Je veux te dire quelque chose, j'y ai beaucoup réfléchi. Je t'écoute. Je suis désolée de ne jamais avoir pris ton parti. Toutes ces années où maman t'humiliait, j'étais là, je voyais tout et je n'ai rien fait. Pire encore, je riais avec elle. Parce que je pensais que si j'étais obéissante, donc si j'étais de son côté, on ne me toucherait pas, que je serais en sécurité. Chelsea, laisse-moi finir, je pensais que c'était la sécurité, mais c'était une cage. J'étais assise dans cette cage et je la regardais te torturer et je me disais que c'était normal, que c'était comme ça, que c'était ta faute et pas la mienne, parce que j'étais obéissante, parce que j'étais gentille. Sa voix tremblait, mais elle ne pleurait pas. Je suis désolée, Oliver, pour tout. J'étais assis sur le porche, le téléphone à l'oreille, et je regardais le ciel du soir. Ma sœur s'excusait, pour la première fois. Nous avons discuté encore quelques minutes, des enfants, de ses projets pour Noël, de son éventuel voyage chez ses parents. Je ne sais pas, dit-elle. Maman attend toujours que je vienne et que je fasse comme si de rien n'était, mais je ne peux pas. Pas encore. Après ma conversation avec Chelsea, je suis restée longtemps assis sur le porche. Je pensais à ma sœur adoptive, cette petite fille que ma mère avait mise au monde à 18 ans et donnée à l'adoption. Elle aurait aujourd'hui 40 ans. Peut-être a-t-elle sa propre famille, ses propres enfants. Peut-être est-elle heureuse. Ou peut-être passe-t-elle sa vie à chercher ses parents biologiques sans les trouver. Je ne l'ai pas cherché. J'ai pris cette décision il y a 6 mois quand j'ai lu la lettre de ma grand-mère. Ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas à moi de la révéler. Si elle veut retrouver sa famille biologique, les informations sont là, les documents existent. Mais je ne serai pas celui qui frappera à sa porte et lui dira bonjour, je suis ton demi-frère, laisse-moi te parler de ta mère biologique qui est une vraie garce. La porte est ouverte. Si elle vient, je serai prêt. Mais je n'irai pas la voir. Dimanche, comme d'habitude, Tanner est venu. Il a apporté de la bière et des chips, a allumé la télé, s'est affalé sur le canapé comme s'il était chez lui. Il a fait ça tous les dimanches pendant 3 mois après que je lui ai tout raconté sur ma mère, les lettres, Chelsea. Il a écouté, hoché la tête, puis a dit mec, tu as besoin de te changer les idées. Regardons le football. Et nous regardions le football tous les dimanches. Parfois, nous parlions du match, parfois du travail, parfois nous restions simplement assis en silence à regarder l'écran. Tanner ne me demandait pas comment je me sentais, ne me donnait pas de conseils, n'analysait pas mes relations avec ma famille. Il était simplement là. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Au fait, dit-il pendant la publicité, Sally m'a demandé si tu viendrais pour Thanksgiving. On rassemble des gens, rien d'extraordinaire, juste des amis, de la nourriture, des boissons. Thanksgiving, répétai-je. Oui, je sais que tu as une histoire avec ça, mais ce ne sera pas comme chez tes parents, je te le promets. Personne ne t'humiliera ou ne te dira que tu fais honte à quelqu'un, juste des gens normaux, un dîner normal. J'ai réfléchi. Thanksgiving a toujours été la pire des fêtes. C'est à ce moment-là, autour de la table familiale, que ma mère aimait le plus faire ses discours, mais c'était là-bas, pas ici. D'accord, dis-je, je viendrai. Tanner sourit. Super, Sally sera ravie et tu pourrais inviter Margot. Je l'ai regardée. Margot, eh bien, ta voisine, vous semblez vous parler. Nous parlons. Oui, il ouvrit une bière, en but une gorgée, tout en regardant l'écran avec un air trop innocent. Je dis ça comme ça, elle a l'air normale et tu as l'air bien avec elle. Margot. Oui, nous discutions. Elle venait une fois par semaine, parfois plus souvent, avec de la bière, du vin ou juste comme ça.
Nous nous asseyions sur le porche, dans la cuisine ou dans le salon et nous discutions de son travail de répartitrice, des clients étranges, des cartes de nuit, de la fois où elle avait coordonné l'évacuation d'une voiture d'une piscine, de mon travail, du code, des projets, des collègues qui ne comprennent pas la différence entre urgent et important, des films, des livres, du voisin bizarre de gauche et de la voisine de droite qui promène son chien en soutien-gorge à 6 heures du matin. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma famille, elle ne m'a pas donné de conseils, elle ne m'a pas pris en pitié et n'a pas dramatisé, elle m'a simplement traité comme un adulte capable de gérer sa propre vie et j'ai remarqué que j'attendais ses visites. Que je regardais par la fenêtre quand j'entendais une voiture dans la rue et que j'étais un peu déçue quand ce n'était pas elle. Peut-être, ai-je dit à Tanner, peut-être que je l'inviterai. Le soir, après le départ de Tanner, je suis sortie sur le porche. Il faisait déjà nuit, les lampadaires étaient allumés dans la rue, la fenêtre de la cuisine de Margot était éclairée. Je me suis assise sur les marches et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 6 derniers mois. À la fête où tout avait commencé, aux photos sur Facebook, à l'appel de Graciana, aux lettres de ma grand-mère, à la conversation avec ma mère qui fut la dernière. Si j'avais invité ma famille à cette fête, qu'est-ce que cela aurait changé? Rien, ma mère aurait critiqué le mobilier, mon père serait resté silencieux dans un coin, Chelsea aurait souri, puis aurait rapporté chaque mot que j'aurais dit à ma mère. Et j'aurais continué à vivre dans ce système où mon rôle était d'être la honte de la famille, venir pour les fêtes, écouter les humiliations, dire oui, maman, et attendre que ça se termine. Je ne les ai pas invités et tout a changé. Pas tout de suite, pas facilement, pas sans douleur, mais ça a changé. Les lettres de ma grand-mère ont été révélées au grand jour. Chelsea a vu la vérité, mon père a parlé, et j'ai enfin dit ce que je gardais en moi depuis 20 ans. Je ne regrette rien, la porte de la maison de Margot s'est ouverte et elle est sortie sur le porche. Elle m'a vu et m'a fait signe de la main. Tu es assis là à réfléchir au sens de la vie, m'a-t-elle crié de l'autre côté de la rue? En quelque sorte. Entre prendre un café, ou plutôt un verre de vin, j'ai eu une longue journée. Je me suis levée des marches et j'ai traversé la rue pour me rendre chez elle, et je me suis dit, peut-être que Thanksgiving sera différent cette année. Peut-être pas seulement Thanksgiving, peut-être que tout sera différent. Sur le porche de Margot, je me suis arrêtée et lui ai demandé, que fais-tu pour Thanksgiving? Elle a haussé les sourcils. Et alors? Mon ami Tanner organise un dîner, rien d'extraordinaire, juste des amis, de la nourriture. Tu veux venir avec moi? Elle m'a regardé pendant quelques secondes, puis elle a souri, pas largement, juste du coin des lèvres. Comme un rendez-vous, comme un début, elle a ouvert la porte plus largement. Entre, on en parlera autour d'un verre de vin, et je suis entrée.